Pendant les fêtes de Noël, le docteur Westlake reçoit la visite de Norma Hale. Elle demande une ordonnance pour un somnifère, mais son regard trahit une terreur profonde. Elle finit par avouer l'indicible, elle est poursuivie. Tout a commencé par une mauvaise plaisanterie, un jeu qui a tourné au cauchemar. Sa meilleure amie, Libby, en est morte. Et depuis ce jour tragique, un taxi jaune ne la quitte plus d'une semelle. Dans le silence des nuits d'hiver, Norma sent le souffle de la vengeance. Elle pense être la prochaine victime de ce taxi fantomatique. La peur est un passager que l'on ne dépose jamais. Norma Hale parviendra-t-elle à échapper à son destin ? Spécial en mon absence, Sam? Pas d'urgence? Non, docteur Westlake. Vous savez bien qu'ici, à Kenmore, les gens ne sont jamais malades avant les fêtes de Noël. Ils commenceront à téléphoner dans 3 ou 4 jours, et alors... On n'en parle pas. Il faudra encore que je fasse des kilomètres dans la neige pour aller soigner toutes les crises de foie du district. Enfin, il paraît que c'est ça la vie de médecin de campagne. Personne dans la salle d'attente? Ah si, docteur. Une des filles de New York qui sont installées à Fallowfield. Une jolie rousse avec des yeux verts. Elle m'a dit son nom. C'est quelque chose comme Norma Hale. Il y a longtemps qu'elle est là? Un bon petit bout de temps, docteur. Et elle doit commencer à s'énerver. Parce que j'aime autant vous dire qu'elle n'est pas commode. Elle est venue à cheval et quand j'ai essayé de l'empêcher d'attacher le vieux monarque sur la pelouse, eh bien c'est pas moi qui ai eu le dessus. Elle monte monarque? Ils ont tout loué, docteur. La maison, les chevaux, tout. Alors pour la pelouse, je lui ai dit qu'avec la neige qui était tombée ce matin et qui n'avait pas eu le temps de durcir, le gazon était fragile. Et savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a haussé les épaules et elle m'a dit de la conduire à votre bureau. Qu'est-ce que vous en pensez? Que Norma Hale a du caractère? Mais ne t'en fais pas trop pour ton gazon, Sam. Je vais recevoir cette fille tout de suite. Après ça, elle l'emmènera, son cheval. De quoi avez-vous peur, Miss Hale? Votre question est grotesque, docteur. Je ne crains rien, je n'ai peur de rien. Oui, Miss Hale. Vous me prenez pour un imbécile. Je vous trouve dans un état de nervosité aiguë. Votre pouls est beaucoup trop rapide. Vos pupilles sont dilatées. Vos mains tremblent. Nous bavardons depuis 5 minutes. Je vous ai vu plus de 20 fois jeter des coups d'œil furtifs vers la fenêtre. J'ai attaché Monarque à un arbre. Il s'agit bien de Monarque. Non, Miss Hale. Ou bien vous êtes malheureuse. Malheureuse, moi? Ou bien vous avez peur. Montrez-moi vos mains. Écoutez-moi, docteur, et entendons-nous bien. Je ne suis pas venu ici pour me faire examiner. Tout ce que j'attends de vous, c'est une ordonnance. Vous prescrivant un somnifère? Oui. Oui, je sais. C'est justement ce qui m'inquiète, figurez-vous. Mais j'insiste. Montrez-moi vos mains. Oui. Vous fumez beaucoup, n'est-ce pas? Buvez-vous autant? Moi? Boire? Mais vous êtes fou, je ne bois jamais. Il y a 2 heures que je n'ai pas touché un verre d'alcool. Soit. Alors passons à autre chose. Prenez-vous suffisamment d'exercice? Je me tue à vous dire que je me porte comme un charme, que je fais des kilomètres à cheval tous les jours, et que je rentre à Fallowfield éreinté chaque soir, et que je n'ai besoin ni de votre intérêt, ni de vos soins, mais tout bêtement d'une ordonnance qui me permettra d'acheter un somnifère, et n'importe lequel. Ça m'est égal. Je m'en fiche pourvu que je dorme. Je vous signerai une ordonnance, Miss Hale, mais seulement quand vous m'aurez dit ce qui vous met dans cet état. Il y a un autre médecin dans le district. Oh, évidemment, mais à 30 kilomètres d'ici. Alors, que décidez-vous? C'est bon. Vous avez gagné. Eh bien oui, j'ai peur. Je peux même dire que je crève de peur. Docteur, avez-vous entendu raconter l'histoire de la jeune fille qui était poursuivie par un corbillard? Elle fuyait, mais le corbillard arrivait toujours à la rattraper. Et alors le cocher se penchait et lui criait « Montez, il y a de la place à l'intérieur !» Oui, je connais cette histoire. Et je crois que je commence à vous comprendre. Vous êtes hanté par un cauchemar, Vous ne comprenez rien du tout. Il ne s'agit pas pour moi d'un rêve stupide, mais d'une réalité. Écoutez, Miss Hale. Mais c'est vous qui allez m'écouter. Il y a 2 ans, jour pour jour, j'ai commis un acte abominable. Je ne peux pas vous expliquer de quoi il s'agissait, et d'ailleurs je n'étais pas seule en cause. Mais cet acte a eu des conséquences terribles pour plusieurs personnes.
Et l'une d'elles cherche à se venger. Je croyais sincèrement que la vengeance, ça n'existait que dans les mélos, mais je me trompais, un point c'est tout. Vous comprenez cette fois pourquoi je ne dors plus? Restons sérieux, Michel. Vous avez 22 ans, j'en ai 40. Nous sommes en principe adultes. Ni vous ni moi ne pouvons donc accorder le moindre crédit à cette histoire de corbillard. Moi, ce n'est pas un corbillard qui me poursuit, docteur. C'est un taxi qui vient de New York. Un taxi jaune. Il est conduit par un petit homme à la bouche tordue. Oh bon, nous sommes ici à plusieurs centaines de kilomètres de New York, Michel, et vous prétendez... Libby aussi passait ses vacances à des centaines de kilomètres de New York. Et cela n'empêche pas qu'elle ait vu le taxi jaune. Et qu'elle soit morte. Qui était Libby? Libby Brompton était ma meilleure amie. Nous étions dans la même classe au collège. Elle a joué un rôle dans l'affaire dont je vous ai parlé, et elle est aussi responsable que moi. Comment est-elle morte? Libby était avec sa famille à Bar Harbor, et le 17 août, j'ai reçu une lettre d'elle. Une lettre affolée. Elle avait rencontré le taxi jaune. L'homme s'était penché à la portière, et il lui avait parlé. Qu'avait-il dit? Je sais les mots par cœur. À tel point que j'ai constamment l'impression de les entendre. Il a dit: « Alors, la belle gosse, on se la coule douce? On a tout oublié? On ne m'attendait plus ?» C'est tout ce que Libby vous racontait dans sa lettre? Non, non. Elle ajoutait qu'elle s'était enfuie, qu'elle était rentrée chez elle folle de terreur, et qu'elle m'écrivait pour me dire que Karen et moi devions faire très attention. Karen est ma sœur. Je vois. Et elle est mêlée à l'affaire au même titre que votre ami et vous. Mais qu'est-il arrivé exactement à Libby Brompton? Le lendemain du jour où elle m'avait écrit, on l'a trouvée morte, écrasée sur les rochers au pied de la falaise de Bar Harbor. Ça pouvait être un accident? Évidemment. Mais je sais bien que ce n'est pas vrai, et que mon tour va venir. Si vous croyez votre vie menacée, pourquoi ne vous adressez-vous pas à la police? C'est impossible. Il faudrait leur raconter toute l'histoire, leur expliquer le motif de cette vengeance. Oui, naturellement, oui. Mais au moins, avez-vous prévenu vos parents? Mes parents, ils sont divorcés. Il y a des années que je n'ai pas revu mon père. Ma mère est une femme adorable, merveilleuse et tout. Parlez-lui. Ma mère n'a pas sa pareille pour arranger des bouquets ou pour animer une conversation mondaine, Dr. Westlake. Mais elle ne m'écouterait pas 5 minutes. Quant à mon beau-père... Vous ne l'aimez pas? Lui? Je l'adore. Tout le monde adore David. Mais c'est un gosse. Il est à peine plus âgé que moi. Non, vous voyez bien que personne ne peut rien pour moi. La seule chose qui me rendrait service, ce sont les somnifères. Pour que j'arrive enfin à dormir. Je vous ai promis une ordonnance, Michel. Je vais vous la signer. Je vous donne un sédatif à prendre à faible dose. Mais croyez-moi, oubliez New York. Faites du sport. Respirez notre air pur au maximum. Vous verrez que vous n'aurez bientôt plus besoin de calmant. Quelle heure est-il, Sam? Bon, j'ai l'impression que j'ai dormi pendant 8 jours. Vous n'avez fait que votre petite sieste habituelle, docteur Westlake. Il est tout juste 6 heures du soir. Oh, ça ne fait rien, je me sens mieux. Coup de téléphone? Un coup de téléphone, oui, docteur. Et quel coup de téléphone! Quand je vous disais que la rousse de tout à l'heure était un phénomène, eh bien, je ne me trompais pas. Tu peux garder pour toi tes réflexions sur la clientèle. Que voulait Michel? Oh, ce n'est pas elle qui a appelé. C'était le vieux Timmins, le pharmacien. Il voulait vous signaler que Miss L avait falsifié l'ordonnance que vous aviez signée. Elle avait rajouté un 3 devant votre 6. C'est maintenant que tu me préviens? Ne vous mettez pas martel en tête, docteur. Oh. Le vieux Timmins n'est pas un débutant. Il a tout de suite vu que ce n'était pas votre écriture. Et il n'a donné à la rousse de Fallowfield que les 6 comprimés que vous aviez ordonnés par les 36 qu'elle voulait. J'aurais dû me douter que cette fille essaierait ce truc idiot. Tiens, apporte-moi mon manteau, Sam. Je vais aller faire un petit tour à Fallowfield. Vous rentrerez pour le dîner, docteur? Oui, probablement assez tard. Parce que j'ai d'abord un compte à régler avec cette Norma Hale. Franchement, Michel, vous avez de la chance d'être majeur. Sans ça, je vous préviens que je n'hésiterai pas à avertir vos parents. Je vous demande pardon? Mais de quoi parlez-vous? Et qui êtes-vous? Écoutez, Miss L, la plaisanterie a assez duré. Vous savez très bien qui je suis et ce que je vous reproche. Je regrette infiniment, mais je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous avez truqué mon ordonnance, ma petite Norma. Et je vous signale que je... Je ne suis pas Norma. Je suis sa sœur jumelle, Karen. Non, mais sérieusement, que voulez-vous dire avec votre ordonnance truquée? Eh bien... Que
Karen, ma chérie, tu reçois des amis et tu ne me préviens même pas. Mais c'est affreux de ta part, absolument affreux. Oh, et si encore tu avais fait entrer cet homme adorable au salon. Mais entrez donc, monsieur. Westlake. Docteur Westlake. Oh, que c'est gentil à vous d'être venu, Dr. Westlake. Je suis Percy Swoley, la maman de Norma et de Karen. Vous êtes notre voisin, n'est-ce pas? Entrez, j'adorerais bavarder avec vous. Oh, les voisins. Il n'y a qu'à la campagne qu'on puisse vraiment connaître ses voisins. Et moi, je trouve ça tout simplement divin. Voyons, vous avez déjà fait la connaissance de Karen. Ce grand garçon est bourriffé, mais c'est mon mari, docteur. David, viens souhaiter la bienvenue à notre merveilleux voisin. Oh, Dieu que la vie est exaltante. Et voici mon beau-frère, le juge Salter. Ne vous inquiétez pas, Dr. Westlake. Le juge Salter a toujours l'air prêt à vous condamner à mort, mais il est tout à fait inoffensif. Tu m'excuseras, Percy, mais j'ai la migraine. Je vais monter dans ma chambre. Oh. Et voilà. Ah, Dieu que les gens sont ingrats. N'est-ce pas votre avis, docteur? J'invite le juge, bien que je ne lui doive plus rien maintenant que ma pauvre sœur et mon malheureux neveu sont morts. Je l'aère, je l'emmène accrocher des guirlandes. Avez-vous admiré la grande allée, docteur? Franchement, ne trouvez-vous pas que tous ces sapins et ces caroubiers couverts de bougies et de girandoles ont un véritable air de fête, un air de vrai Noël campagnard, que le spectacle est divin? Si, n'est-ce pas? Eh bien, le juge Salter, lui... Mais qu'en penses-tu, David, mon chéri? Je vois que tu grilles de dire quelque chose. Salter ne se remet pas de la disparition de son fils, ma chérie, tu le sais aussi bien que nous. D'ailleurs, maman, tu oublies que Jimmy est mort un 24 décembre. Je ne l'oublie pas du tout. Pour quel écervelé me prends-tu? Je ne te prends pas pour une écervelée. Simplement, moi, je comprends que les sapins, les guirlandes et tous les préparatifs de Noël donnent plutôt le cafard à l'oncle John. Allons donc. Il y a 2 ans que Jim est mort. Non, je trouve morbide d'y penser encore. D'ailleurs, ma petite Karen, tu étais fiancée à Jimmy. Et je n'ai pas remarqué que tu t'enfermais dans ta chambre pour pleurer pendant les fêtes de Noël. Maman, je t'en prie. Oh, et quoi, maman? Oh, Dr. Westlake, mes filles m'exaspèrent. Oh. Ah, j'ai envie de vous les envoyer toutes les deux pour que vous leur donniez des vitamines, des hormones ou tout ce que vous voudrez. D'ailleurs, où est Norma? Elle n'est pas rentrée. Mais tu ne vas tout de même pas me dire qu'elle est encore à cheval à cette heure-ci. C'est grotesque. Il fait nuit noire. Veux-tu que nous partions à sa recherche? Dieu sait en effet ce qui arriverait si le cheval s'emballait. Vous venez avec moi, Westlake? Mais volontiers, mais je voudrais tout de même vous rassurer. Ici, à Kenmore, nous avons tous monté Monarque. Je peux vous dire que de mémoire d'homme, il ne s'est jamais emballé. Et c'est pourtant bien ce qu'il a l'air de faire. Écoutez! Elle va se casser la figure! Mais non! Préparons plutôt des cocktails pour fêter son arrivée. Vous savez bien que Norma a la manie de prendre la grande allée à toute allure. Ça amuse d'ailleurs beaucoup Monarque. Taisez-vous! Oh, il est folle de galoper dans cette obscurité! Complètement folle! Oh, David, il faut... Oh, ce n'est pas l'obscurité qui m'inquiète, ce sont plutôt les bougies que le cheval n'a jamais vues qui peuvent l'effrayer. Oh mon Dieu! Norma, réponds-moi, Norma! Oh, c'est Karen! Oh non, Dr. Westlake, c'est pas possible. Rendez-moi service. David Rowley. Éloignez Karen et sa mère. Norma n'est pas... Je suis désolé, mais personne ne peut plus rien pour elle. Eh ben, mon vieux Westlake, je peux dire que j'étais à 2 doigts de vous passer dessus. En tant qu'inspecteur de police, j'aurais eu l'air fin. Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous planter au milieu de cette allée? Vous croyez rentrer chez vous? J'avais de bonnes raisons de vous attendre ici, Cobb. Vous avez terminé toutes les formalités? Oui, j'en suis pas fâché d'ailleurs. J'ai vu tout le monde, même la mère qui est dans un état affreux. Ah, faut avouer que c'est rudement moche que perdre une fille dans un accident aussi stupide. Norma, elle, n'est pas morte accidentellement, Cobb. Hein? Vous êtes fou, qu'est-ce que vous me chantez là? Écoutez, parlons sérieusement, Cobb. Les blessures de Norma, vous en semblez tout à fait normales? Bon... Le cou rompu et la carotide tranchée, ça nous a pas paru beaucoup pour une chute de cheval? Ah, j'avoue. Et le fait que Monarque, qui est un vieux cheval pour débutants, se soit soudain cabré, ça ne vous a pas surpris? Bon, Monarque a pu être effrayé par toutes ces illuminations à la mode de New York. Oui. Eh bien, moi, j'ai trouvé le tout beaucoup trop bizarre. C'est pourquoi j'ai voulu me rendre compte par moi-même. Cobb, oui. Tenez, nous nous trouvons à l'endroit exact où Monarque s'est cabré. Tenez, prenez ma torche électrique. Vous pouvez voir les traces des sabots sur le sable de l'allée. Il y en a là, oui. Tenez, là. Bon, maintenant, contournez ce sapin. Et regardez le tronc de ce caroubier. Ici? Non, par là plus haut. À la hauteur à laquelle se trouvera la tête d'un cavalier. Vous voyez? Bah, oui, évidemment, je vois une entaille fraîche tout autour du tronc. Bah alors, vous n'avez plus qu'à me suivre de l'autre côté de l'avenue
pour examiner le caroubier qui fait pendant à celui-ci. Bon Dieu. Mais Westlake, vous ne voulez pas dire? Ah non, c'est pas possible. Mais pourquoi? C'est une vieille ruse de guerre. On a tendu un fil de fer à travers l'allée, trop haut pour accrocher une voiture ou un piéton, mais juste à la hauteur convenable pour désarçonner un cavalier. Norma l'a pris à travers la gorge. Elle était presque décapitée. Mais alors, c'est un meurtre? Ah, premier prix de déduction, inspecteur Cobb. Oui, il s'agit bien d'un meurtre. C'est ce que je me tue à vous dire depuis une demi-heure. Oh, mais le fil, hein? Où est-ce qu'il est, le fil? L'assassin a largement eu le temps de l'enlever depuis le fameux accident. Bon, enfin, Westlake, un peu de bon sens quand même. Voyons, votre meurtrier, il pouvait pas être certain que Norma se lancerait dans son fil sans le voir. Et Norma avait l'habitude de prendre cette avenue au triple galop, ça tout le monde le savait. De plus, ce soir en particulier, Norma devait galoper comme une folle. Pourquoi on lui courait après? Vous ne croyez pas si bien dire, inspecteur Cobb. On lui courait après. Un taxi jaune lui courait après. Un taxi jaune à quel mort? Bon, vous divaguez, mon vieux, allons. Quand Norma est venue me parler du taxi, j'ai cru moi aussi qu'elle était folle. Maintenant, j'ai la preuve qu'elle avait raison d'avoir peur. J'ai peur à mon tour. Peur pour la survivante du trio. Survivante du trio? Mais quel trio? Expliquez-vous, bon Dieu. 3 filles ont joué un mauvais tour à un chauffeur de taxi. J'ignore les détails de l'affaire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que 2 de ces malheureuses sont mortes à l'heure qu'il est. Et qu'il ne reste plus que Karen. Bon, mais voulez-vous que nous lui parlions? Ce soir, ce sera inhumain. Non, tout ce que je vous demande, c'est de mettre un homme de garde à Fallowfield. Avec pour consigne de n'en pas bouger avant que nous ayons retrouvé le taxi jaune. Le taxi jaune et son chauffeur. Vous prenez votre petit déjeuner tout de suite, docteur, ou bien vous recevez d'abord ce monsieur Hale? Il est déjà là? Oui, docteur. Et il ressemble à sa fille. Il n'est pas très patient. Alors tant pis pour mon petit déjeuner, Sam. Je vais voir ce monsieur. Monsieur Hale? Francis Hale, très exactement. Si je me présente chez vous d'aussi bonne heure, Dr. Westlake, c'est que l'inspecteur Cobb m'a conseillé de le faire. Oui, il m'a effectivement téléphoné pour m'annoncer votre visite. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Voyons, vous êtes le père de Karen et de Norma. Le vrai père, devriez-vous dire. Excusez-moi, le vrai père. Oui, vous comprenez bien que je n'ai rien à voir avec le petit gigolo, assez beau d'ailleurs, que ma femme a épousé et qu'elle promène partout. Oh, rassurez-vous, je ne vous confondais pas avec David Rowley. Maintenant, monsieur Francis Hale, puis-je vous demander pourquoi vous êtes venu me voir? Alors bon, je vois que je ne vous suis pas sympathique, tant pis, je ne suis sympathique à personne d'ailleurs. Pourquoi je suis venu vous voir? Mais tout simplement parce que ce brave homme d'inspecteur Cobb m'a paru terriblement affairé et qu'il n'avait pas le temps de me parler. Il m'a dit que vous me donneriez tous les détails sur la mort de ma fille. Vous ne me semblez pas extrêmement accablé par cette mort. C'est que je ne le suis pas, docteur. Norma n'a jamais représenté grand-chose pour moi. J'aime votre franchise. Quels détails désirez-vous? Oh, à vrai dire, je me fiche des détails. Ces gens voulaient la peau de Norma, j'aurais aimé les empêcher de réussir, mais ils ont gagné et maintenant je n'y peux plus rien. Non. Ce que je veux, docteur, et ça par n'importe quel moyen, c'est empêcher que ma petite Karen y passe, elle aussi. Et vous parlez comme si vous saviez qui a tué Norma. Mais naturellement, je le sais. Et quand je vous l'aurai expliqué et qu'à votre tour vous l'aurez expliqué à votre petit ami l'inspecteur Cobb, ce sera un jeu d'enfant que de protéger Karen. Dites-moi, Westlake, vous n'auriez pas quelque chose à boire? Un whisky, ça vous ira? Mais ça m'ira parfaitement. Et vous comprenez, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Dès que j'ai appris la nouvelle de la mort de Norma, j'ai immédiatement pris l'avion. Merci. Non, pas d'eau, non. J'en avais rudement besoin. Comme je vous le disais, Westlake, je sais pourquoi on a tué Norma. Et quand on sait pourquoi, il n'est pas difficile de savoir qui. Et pourquoi, selon vous? Oh, décidément, vous ne m'aimez pas. Mon fameux charme n'agit pas sur les médecins de campagne. Enfin. Dr. Westlake, mon ex-beau-père est un homme excessivement riche. En mourant, il a laissé sa fortune à ses 3 petits-enfants, à Jimmy, le fils du juge, et à mes 2 filles. Mon ex-épouse et sa divine sœur n'avaient droit qu'à une rente. Vous me suivez, oui? Parfaitement, oui. Mais je ne vois pas où vous voulez en venir. Non. Oh, c'est pourtant aveuglant de clarté si vous pensez qu'au cas où les enfants mourraient, ce sont leurs mères qui devraient hériter d'eux.
Si je comprends bien, vous accusez votre ex-femme? Ah, ou le trop joli mari de ma femme. Eh oui, docteur. Vous me jugez très mal, n'est-ce pas? Vous me trouvez ignoble. Mais que voulez-vous? Je suis bien forcé de constater que Jimmy est mort, que Norma est morte, et que... Oui. En somme, il ne reste plus que Karen à éliminer pour que votre femme hérite. Pour qu'elle hérite d'un sérieux paquet de dollars. Oui. Ce sera un plan diabolique. Et le mot ne me paraît pas trop fort. Salut Westlake, comment va? Alors, cet enquiquineur de Francis Hale vous a pas trop empoisonné la vie? Oh, pas trop, Cobb, merci, non. Mais en fait, il vient seulement de sortir d'ici. Ah, il faut donc également que je m'excuse de vous l'avoir envoyé. Hein? Pourquoi également? Vous devez donc vous excuser pour autre chose? Oui, mon vieux, oui. J'ai été désagréable avec vous hier soir. Si. Vous vous rappelez l'histoire du taxi jaune que vous m'aviez raconté? Franchement, j'y croyais pas. Eh bien, rassurez-vous, Cobb, j'ai renoncé à mon hypothèse du taxi jaune. Ah. Oui, c'était un mauvais rêve, un cauchemar. Norma en avait peur, je me suis bêtement laissé influencer. Mais je viens de découvrir un motif au meurtre de Norma. Et plus sérieux que toutes les histoires de taxi fantômes. Que voulez-vous dire? Que elle m'a révélé les conditions financières des familles Salter, elle et Rollet. Qu'il m'a expliqué comment Persis Rollet hériterait d'une fortune énorme si ses deux filles mouraient. Je vous avais toujours tenu pour un esprit solide et rationnel, Westlake. Vous n'avez tout de même pas essayé de me faire croire maintenant qu'une mère peut être capable de tuer ses filles pour leur voler leur héritage. Une mère, peut-être bien que non. Mais le second mari de la dite mère... Je ne connais pas le jeune David Rollet depuis bien longtemps, Westlake, mais il me fait l'effet d'un garçon parfaitement honnête. De plus, il a une situation des plus enviables à New York, et il est adoré de tout le monde, de ses belles filles en particulier. Il n'empêche que Norma soit morte, et que Karen représente la dernière étape avant l'héritage. Norma est morte, je ne le sais que trop. Et voyez-vous, Westlake, au sujet de cette mort, vous m'aviez parlé de la rancune d'un chauffeur de taxi. Vous aviez même invoqué la présence à Kenmore d'un mystérieux taxi jaune. Combien de fois faudra-t-il que je vous dise que je ne crois plus à l'existence de ce taxi? Autant de fois que vous le voudrez, Westlake. Mais cela n'ôtera rien au fait que j'ai vu votre taxi. M'entendez? Je l'ai vu comme je vous vois. C'est pas possible. C'est pourtant comme ça. Votre taxi jaune porte une plaque de New York et son propriétaire est un certain Albert Williams, 36 ans, habitant Brooklyn. Il a la bouche tordue? Ça, je n'en sais rien. J'ai mis la main sur le véhicule, pas sur le chauffeur. Figurez-vous que ce matin à 5 heures, on m'a réveillé pour me dire qu'il y avait le feu au milieu d'un pré qui borde la route de Fallowfield. Je me suis propulsé sur les lieux, et qu'est-ce que j'ai trouvé en train de brûler joyeusement? Le fameux taxi. Accidenté? Pas du tout, non. D'après le rapport des pompiers, il s'agissait d'un incendie volontaire. Quelqu'un avait arrosé la bagnole d'essence et avait simplement jeté une allumette sur le tout. Heureusement, le feu a pu être maîtrisé très vite. C'est ainsi que nous avons retrouvé des parcelles de peinture jaune, ainsi que la plaque du propriétaire, qui, elle, était absolument intacte. Je vois. Et j'ai lancé un appel général. Je serais bien surpris si d'ici 1 heure ou 2, nous n'avions pas mis le grappin sur cet Albert Williams. Si vous êtes bien sage, dans quelques jours, ça ira mieux. Vous allez me vendre à la police, n'est-ce pas, docteur? J'aurais pas dû venir vous trouver, mais j'avais trop mal, j'en pouvais plus. Posez votre main là. C'est rudement mauvaise, cette brûlure. Ouais. Si vous aviez attendu encore une demi-journée comme ça, vous étiez bon pour une gangrène carabinée. Oh, la gangrène ou autre chose, au point où j'en suis. Ouais, vous n'êtes pas encore mort. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je vais vous vendre, Williams? Oui, c'est vrai, je suis trop bête. Vous n'allez pas le faire, parce que c'est déjà fait. Attendez-moi une seconde, je vais chercher des instruments dans le bureau de mon assistant, tu parles. J'ai déjà vu faire le coup au cinéma. Vraiment? Un peu, oui. Vous n'avez pas d'assistant, docteur Westlake. Tout juste un domestique noir. Il est déjà en train de courir tout le district à la recherche de l'inspecteur, non? On ne peut rien vous cacher. Mais au moins, quand je vous remettrai à l'inspecteur Cobb, vous serez en meilleur état. Ouais. Attendez un peu. Cette fois, je vais vous faire mal. Là. Pas trop douloureux? Ça pouvait aller. Pour en venir à la police, qu'est-ce que j'en ai à fiche après tout?
J'ai foutu le feu à ma vieille bagnole, j'ai pas dit le contraire, et alors? Ça me regarde, pas vrai? Ne vous énervez pas, William. Si vous bougez tout le temps, je n'arriverai jamais à vous faire un pansement convenable. C'est comme l'histoire des 3 filles et du fameux accident. Eh bien là aussi... Écoutez, vous ne pouvez pas vous taire 5 minutes, Williams. Gardez vos histoires pour l'inspecteur Cobb. Ça me plaît de parler pendant que vous me charcutez les mains. Oui, ça me soulage, comme on dit. Il remonte à 2 ans, le fameux accident. Ah, je me suis fait avoir dans les grandes largeurs ce jour-là. Alors toute la frousse que je leur ai fichue depuis à ces 3 souris, elles n'ont pas volé. Pas plus la Libby Brompton que cette petite garce de Norma Hale. Elles sont mortes toutes les deux, William. Je sais, il n'en reste plus qu'une. Karen. Vous n'avez jamais éprouvé un sentiment de honte à l'idée de vous attaquer à des filles sans défense? Sans défense? Oh, là j'en ai entendu beaucoup dans ma chienne de vie, mais alors celle-là, c'est quand même la meilleure. Non mais docteur, vous les preniez pas pour des anges par hasard? Je vais vous expliquer le topo. Et après, vous me donnerez votre point de vue sur la question. Imaginez 3 jolies petites poulettes à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Bon. Elles me demandent de charger un ivrogne dans mon taxi et de le ramener à destination. Elles ajoutent que c'est une blague du tonnerre et elles se tordent de rire. Et après, la suite? Je commence à vous intéresser, pas vrai? J'en étais sûr. Après, je vois que le poivron en question a une bouteille d'alcool dans sa poche. Moi, j'ai jamais craché sur l'agnole, moi. Alors, j'arrête la bagnole, je bois un coup au goulot et je repars. Résultat, je rentre dans un arbre et je bousille mon taxi. Pour couronner le tout, je me retrouve à l'hôpital accusé d'homicide par imprudence. Mais vous êtes passé en jugement, n'est-ce pas? Pourquoi n'avez-vous pas raconté cette histoire? Avec la saloperie qu'elles avaient flanquée dans l'agnole, plus le coup que j'avais reçu sur le ciboulot, je ne me souvenais plus de rien. Je suis même resté amnésique pendant 6 mois, c'est vous dire. L'histoire ne m'est revenue qu'en prison. Et puis quand bien même j'aurais pu cacher le morceau, vous en connaissez beaucoup qui m'auraient cru, vous? Moi, Albert Williams, contre des huiles, des gens qui roulent sur l'or, non, je pouvais rien. Je vois. Vous ne pouviez qu'attendre et vous venger. Comme vous dites, Toubib. Et je vous prie de croire que c'était rudement bon. Alors si je comprends bien, à moins d'être vraiment gardé en prison, vous allez vous attaquer à la 3e fille. Non, Toubib. J'ai trouvé mieux. La vengeance, elle a fait son temps. Maintenant, j'ai besoin de fric. Et j'ai trouvé le moyen d'en gagner un sacré paquet. Ici, à Kenmore? Tout juste. Et même à Fallowfield, pour être plus précis. Figurez-vous que j'ai trouvé un bout de fil de fer. Ça vous dit quelque chose, du fil de fer? Un grand bout de fil de fer, tendu entre 2 arbres. Ouais, pas vrai? Tout le monde se demande ce qu'il est devenu. Eh ben, c'est moi qui l'ai décroché. Et c'est moi qui le revendrai à son propriétaire. Pouce par pouce. Comment trouvez-vous la combine? Au poil, non? Écoutez-moi, Williams. Si j'ai un conseil à vous donner... Docteur Westlake, j'ai absolument besoin de vous voir. Je suis le juge Salter. Votre domestique est sorti et... Oh, mais je vous demande pardon. Mais je n'avais pas vu que vous aviez un client. Si vous voulez, je vais attendre. Excusez-moi. Allons, Williams! Allons, Williams! Arrêtez-le, Williams! Arrêtez-le! Williams! Allons, Williams, chez vous, mais... Il faut l'arrêter, docteur! L'arrêtez tout de suite! Oh, non. Ouais, trop tard. Trop tard pour partir à sa poursuite. Il est déjà dans les bois. Comme va être furieux, mais tant pis. Tant pis. Vous en avez de bonnes. Un assassin s'échappe et vous trouvez que ça n'a aucune importance? Oui, cet homme est responsable de plusieurs morts, je vous l'accorde, mais je ne crois pas qu'il soit réellement un assassin. Pas un assassin? Alors qu'il a tué mon fils Jimmy. Tué Jimmy? Non, écoutez, je m'excuse. J'avoue que... Écoutez, monsieur Salter, je comprends très bien que vous soyez ému, mais tâchons de nous expliquer calmement. Comment est mort votre fils Jimmy? Que s'est-il passé exactement? Je l'ai jamais compris. Lors de son procès, Williams a simulé l'amnésie. Il a été condamné qu'à 2 ans de prison pour homicide par imprudence. Mais je suis sûr que tous les faits n'ont pas été mis à jour. Mais que vous n'ayez pas compris, je veux bien l'admettre, mais vous devez tout de même savoir ce qui s'est passé. Évidemment, j'étais au tribunal en train de siéger, quand j'ai entendu un bruit épouvantable au dehors. Frein qui grince, tôle arrachée, cris, sifflet d'agent de police. Immédiatement après, on est venu me chercher. Il y avait un accident affreux. Un taxi était venu s'écraser contre un arbre. Je suis sorti, et là, sur les marches du tribunal, j'ai vu mon fils sur un brancard. Jimmy était couvert de sang. Il était mort. C'est en effet une histoire horrible. Je suis navré de vous l'avoir fait raconter. Le plus horrible,
Je ne vous l'ai pas encore dit. Il y avait un écriteau sur la poitrine de mon fils. Un écriteau? Oui, et qui portait ces mots. Veuillez rapporter au juge Salter son fils modèle. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut que je fasse avouer à Williams tout ce qu'il sait? Oui, je comprends. Mais que pourrez-vous faire quand vous connaîtrez la vérité? Jimmy était mon fils unique, Dr. Westlake. Il était toute ma vie. Maintenant, je suis un très vieux bonhomme, j'ai plus rien à perdre, plus rien. Pas même mon honneur de juge qui m'est devenu indifférent. Alors je ferai ce dont je rêve depuis 2 ans. J'irai trouver le responsable de cette plaisanterie atroce. Et je le tuerai de mes mains. Vous m'entendez? De mes mains. Westlake, mon vieux, perdons pas de temps. Mais, où avez-vous fourré notre fameux chauffeur? Je suis navré, Cobb, mais il a fichu le camp. Quoi, vous plaisantez? Oh, j'en ai pas la moindre envie, je vous prie de le croire. Williams a profité de l'arrivée du juge Salter qui venait nous faire une petite visite pour s'échapper. Il a filé dans les bois et il est urgent de le retrouver, Cobb. Très urgent. Williams est un individu dangereux, mais par-dessus le marché... Par-dessus le marché? Je le crois également en danger. Allez, je vais ramasser le plus de monde possible et organiser une battue. Le juge m'accompagne. Vous venez avec nous? Non, Cobb, non. J'ai une chose très importante à faire. Aussi importante que votre chasse à l'homme. Ah, de quoi s'agit-il? Je vais aller tirer les vers du nez à une petite jeune fille et lui faire avouer en quoi consistait une certaine plaisanterie qu'elle avait organisée avec 2 autres charmantes jeunes filles il y a de cela 2 ans. Maintenant, ma petite Karen, vous allez me dire la vérité, que ça vous plaise ou non. La vérité. Pourquoi ne vous la dirais-je pas après tout? Cela me fera même probablement du bien de parler de cette histoire. En fait, c'était la seule chose qui nous empêchait de devenir folles, Libby, Norma et moi. Nous écrire, nous téléphoner. Moi, par-dessus le marché, je vais même jusqu'à tenir un journal. Un journal? Oui. Vous tenez un journal? Et êtes-vous sûr que personne n'a pu en prendre connaissance? Vous pensez bien que je ne le laisse pas traîner. Mais pourquoi cette question? Parce que j'ai une idée. Parce que je crois que quelqu'un est au courant de votre histoire. Quelqu'un d'autre que le chauffeur du taxi jaune. C'est absolument impossible, Dr. Westlake. Nous n'avons jamais parlé qu'entre nous. Vous pouvez m'affirmer que ni le juge Salter, ni votre mère, ni votre vrai père, ni David Rowley ne savent que c'est vous qui êtes responsable de la mort de Jimmy? J'en suis sûre, vraiment sûre. Alors tant pis pour mon idée. Dites-moi maintenant comment les choses se sont passées. Je ne voudrais pas que vous pensiez que j'essaie de blanchir Libby et Norma, et moi par la même occasion. Je n'en suis plus là. Mais j'insiste pourtant, pour que vous me croyiez, si je vous dis que nous ne voulions pas la mort de Jimmy. Je vous jure que nous ne voulions la mort de personne. C'était seulement une leçon que nous avions envie de donner à Jimmy. À lui, et aussi à son père, le juge, qui nous cassait les oreilles du matin au soir avec l'énumération des vertus de son merveilleux fils. Jimmy était votre fiancé, n'est-ce pas? Oui. Je l'aimais. Je l'adorais. C'était un de ces amours de petite fille, quand on croit être aimé par le prince charmant lui-même. Il m'a suffi de 3 semaines de fiançailles pour découvrir que Jimmy était un menteur, un alcoolique, et qu'il sautait sur toutes les filles qu'il rencontrait. Il couchait avec la plupart de mes amis. Et moi, je patientais. Je me disais que j'arriverais bien à trouver le moyen de le garder. Et puis un beau jour, il s'est attaqué à Libby. Et pourquoi n'avez-vous pas rompu vos fiançailles? Pourquoi n'avez-vous pas prévenu vos parents? Mes parents? Pour eux, Jimmy n'était pas le prince charmant, c'était le bon Dieu, en mieux. Non, nous avons décidé de régler nos comptes nous-mêmes. D'accord avec nous, Libby a accepté un rendez-vous avec Jimmy dans une guinguette. Et nous sommes arrivés à l'improviste, Norma et moi. Jimmy n'a pas été ennuyé de cette éruption? Ennuyé, lui. On voit bien que vous ne l'avez pas connu. Il était déjà à moitié ivre. Il a trouvé l'histoire très drôle. Il nous a même proposé... Ah non, je peux pas le dire. Enfin, nous avions apporté une bouteille de whisky dans laquelle nous avions mis du Gardénal. Jimmy a bu à même le goulot. Et là, tout s'est passé très vite. Il s'est effondré. Nous lui avons mis la pancarte sur la poitrine. Nous avons fourré la bouteille de whisky dans la poche de son veston. Et puis nous avons installé le tout dans un taxi. Avec mission pour le chauffeur d'aller déposer Jimmy, ivre-mort, dans le bureau de son père au tribunal. Seulement nous n'avions pas prévu...
Ah non, non, je n'en peux plus. C'est trop horrible. Oui, je connais la suite. Vous n'aviez pas prévu que le chauffeur voudrait goûter au whisky de son client et qu'il se saoulerait au point de provoquer un accident au cours duquel Jimmy trouvera la mort. Nous avons failli devenir folles de honte et de peur. Oh, surtout de peur. Mais voyez-vous, maintenant que la fin approche, ma peur est partie. Je sais que mon tour est venu, que je vais mourir. Ça ne me fait plus rien. Ou plutôt si. Presque plaisir. Vous n'allez pas mourir, Karen. Votre père est là et il ne demande qu'une chose, vous protéger. J'en ferai autant. Et l'inspecteur Cobb également. Seulement, il faudra que vous soyez raisonnable. Raisonnable. Il y a un homme qui m'a suivi jusqu'ici pour me tuer, et vous voudriez que je me montre raisonnable. D'ailleurs, je ne vais pas lui compliquer la tâche. Albert Williams m'a fixé un rendez-vous, et je vais y aller. Comme ça, tout se terminera très vite. Oui, je crois que c'est ça qui est raisonnable. Williams vous a donné un rendez-vous? Mais... Taisez-vous, j'en ai assez des conseils, j'en ai assez de la peur, des hésitations. Ce type veut me tuer, et bien qu'il le fasse. Mais vite. Adieu, docteur. Alors écoutez, ce n'est pas possible, vous... Je vous ai dit adieu, docteur Westlake. Si vous voulez me rendre service, vous pouvez le faire. J'aimerais que personne n'apprenne jamais ce que je vous ai confié. Non, vous n'irez pas. Oh, mais lâchez-moi. Vous n'irez pas. Non, mais lâchez-moi. Mais Karen, vous êtes folle, voyons, arrêtez. Karen. Oh. Allons bon, elle aussi. Oh, docteur Westlake, pour l'amour du ciel, courez-vous ainsi. Un peu plus et vous me renversiez. Ah, mais si. Karen. Oh, mais il s'agit bien de Karen, et puisque vous êtes là, vous allez m'aider. Merci, votre présence est providentielle. Docteur Westlake, je vous en supplie, soyez divin. Faites comprendre à Francis qu'il faut qu'il s'en aille. Vous connaissez mon premier mari, Francis Hill, n'est-ce pas? J'ai fait une visite au docteur ce matin, Persis. Mais si j'insiste pour rester, c'est non, que... mais écoutez-moi, Docteur, écoutez, je vous en prie, vous raconterez les histoires de Karen un peu plus tard. Pour le moment, faites entendre raison à Francis. Mais... Je me tue à lui expliquer qu'il ne faut pas que David le trouve ici. Ce pauvre David est si sensible, et Francis a toujours été si grossier avec lui. Ah, ne dis pas le contraire, Francis, non. Tu t'es toujours conduit d'une manière affreuse avec David. Mais vous parliez de moi? En bien ou en mal? Tiens. Je vois à vos mines que ça ne devait pas être en bien. Mais qu'est-ce que vous fichez ici, David, mon chéri, restons calmes. Oh, ce serait tellement merveilleux si tout pouvait bien se passer entre Francis et toi. Je t'en prie, David, écoute-moi. C'est vous qui allez m'écouter à la fin. Je suis navré d'être grossier, mais je ne peux plus supporter vos minauderies. Votre bavardage. Karen est en danger. C'est après elle que je courais quand vous êtes arrivé. Sans vous, peut-être l'aurais-je rattrapé. Où est-elle allée, vous le savez au moins? Mais non, j'en sais rien. Elle m'a dit que le chauffeur de taxi jaune lui avait fixé un rendez-vous. J'ai essayé de la retenir parce que je sais très bien que ce type-là est dangereux, mais j'y ai pas réussi. Alors maintenant... Oh, c'est pour ce chauffeur de taxi que vous faites toute cette histoire. Voyons, docteur Westlake, vous divaguez. Ah, écoutez, si je n'étais pas ici pour forcer les gens à conserver un brin de bon sens, mais où irions-nous, grand Dieu? Karen est une fille romanesque comme l'était ma pauvre petite Norma. Ces deux sottes se sont montées la tête depuis la mort de Libby. Si vous saviez ce que Karen, qui a l'air d'une jeune fille équilibrée, peut écrire comme bêtise dans son journal intime... Vous connaissez l'existence de ce journal? Naturellement, oui, docteur. David et moi, nous faisons un devoir de nous tenir au courant de ce que font et pensent nos filles. La lecture de leur journal intime nous renseigne sans que nous ayons une question maladroite ou gênante à poser. Voyons, David, mon chéri, ne prends pas cet air penaud et effaré. Voyons, il n'y a aucun mal à avouer nos méthodes éducatives à nos amis qui nous approuvent certainement. Peut-être, Persis, mais peut-être. Mais attendez... Oh, mais ça change tout. Mais ça ne change en tout cas rien du tout au fait que Karen soit partie rejoindre cet affreux chauffeur de taxi. Vous avez raison, elle. Il faut... Oh, qu'est-ce que c'est? Un coup de revolver, voilà ce que c'est. Allô? Cobb? Oui? Ici Westlake, mon vieux. Je vous appelle de Fallowfield. Et comment ça va là-bas? Hein? Oh, mal. Très mal. J'ai retrouvé le chauffeur du taxi jaune. Ah, mais c'est du tonnerre, ça. Oui, seulement il est mort. Oui, une balle dans la tête. Le corps se trouve dans la grange, derrière la maison. Non, personne n'a touché à rien. Encore heureux. J'arrive, mon vieux. Attendez une seconde, Cobb. Voulez-vous me faire confiance? J'ai réuni la famille dans la grange. La famille, sauf Karen, parce que celle-là, elle a disparu. De mieux en mieux. Écoutez, Cobb, moi je vais partir à la recherche de Karen, tout de suite. Mais j'aimerais que vous fassiez deux choses très importantes en arrivant à Fallowfield. Ce serait de garder tout le monde réuni jusqu'à ce que j'aie retrouvé Karen. Et puis, de faire éteindre et vider par vos hommes le brasero
qui se trouve dans la grange. Vous êtes encore en train de mijoter quelque chose. Mais non, je ne mijote rien. Je crois simplement que je vais trouver une preuve contre l'assassin. Ah, rien que ça. Je parle sérieusement, Cobb. À tout à l'heure. Approchez, monsieur L. Approchez. Ah, un cadavre ne vous fait pas peur tout de même. Et dites-moi, reconnaissez-vous cet homme? Je ne l'ai jamais vu, inspecteur. Oui. Et vous, monsieur Rollet? Non? Vous êtes bien sûr? C'est la première fois que je le vois, inspecteur. Dites-moi, c'est vraiment le fameux chauffeur de taxi? Exact. C'est vraiment le chauffeur du taxi jaune. Vous, monsieur le juge, vous le reconnaissez, n'est-ce pas? Comment pourrais-je me tromper? Voilà 2 ans que je vois cette vilaine bouche tordue dans mes rêves. Oh, mais taisez-vous, vous êtes macabre. Inspecteur, voyez-moi qu'il est bien nécessaire que nous restions ici. Oh, il fait un froid affreux. Si encore vous aviez laissé ce brasero. Ah, j'allais justement vous en parler de ce brasero, Mrs. Rowley. Comment expliquez-vous qu'il se soit trouvé dans cette grange? Mais ces couvertures, ces boîtes de conserve, tout ça vient de chez vous? Allons, ne niez pas, vos domestiques ont reconnu le tout. Je ne vois vraiment pas... Où je veux en venir, c'est tellement simple. Un des habitants de Fallowfield est installé Albert Williams, ici. Inspecteur Cobb, vous délirez. Qui donc aurait pu avoir intérêt à cacher un chauffeur de taxi dans ma grange? Son assassin? Son assassin qui avait intérêt à endormir la méfiance d'Albert Williams. À le protéger jusqu'au moment où il pourrait le tuer. Or, si on réfléchit un peu, on découvre que c'est fou le nombre de gens qui pouvaient désirer la mort de Williams. Le juge Salter avait avengé la mort de son fils. Mrs. Rowley avait également avengé Norma et a protégé Karen. Vous oubliez un léger détail, inspecteur. Pardon? Ma femme a un alibi. Je n'oublie rien, monsieur Rowley. Je n'oublie rien du tout. D'après vos premières déclarations, vous avez tous des alibis. Quand le coup de feu a été tiré, vous-même, monsieur Rowley, vous vous trouviez en compagnie de votre femme, de Francis L. et du docteur Westlake. Quant à vous, monsieur le juge, vous ne m'avez pas quitté. Interrompez-moi si je me trompe. Hein? Non, je crois que tout ceci est exact. Bien entendu, c'est exact. Eh bien, je tire donc une conclusion. La seule personne qui ait pu commettre le crime, la seule qui avait un motif, mais pas d'alibi, c'est Karen. Je n'ai pas tué Albert Williams. Karen! Où l'avez-vous trouvé, Westlake? Dans un champ. Dans le champ au milieu duquel Williams avait essayé de faire brûler son taxi. Oh, Karen, au nom du ciel, pourquoi nous plonges-tu dans des angoisses pareilles? Tu n'as pas de cœur, non, je t'assure. Je vous en prie, Mrs. Rowley. Karen se trouvait à l'endroit où il avait envoyé un coup de téléphone soi-disant donné par Williams. Votre système est ingénieux, Westlake. Mais pour moi, cette histoire ne constitue pas un alibi. Karen, vous allez me dire... Ne réponds pas aux questions de l'inspecteur, ma petite Karen. Ah. Je vais téléphoner à mon avocat. Tu as tué Williams, mais tu étais en état de légitime défense. Doucement, doucement, David Rowley. Le meurtre de Williams n'est pas improvisé. C'est au contraire un crime longuement prémédité, comme le meurtre de Norma. Ah, expliquez-vous, Wesley. En fait, il s'agit d'une série de crimes sordides et qui n'avaient qu'un mobile, l'intérêt. Il se trouve qu'un chauffeur de taxi avait des raisons d'en vouloir à Karen, à Norma et à leur ami Libby. Bon, il est inutile que je donne ici les détails de cette vieille histoire. Oui, oui. Les 3 jeunes filles se figuraient naïvement que leur secret était bien caché. Elles se trompaient. En fait, tous les détails en étaient connus par la personne qui a tué Williams. Si vous voulez dire par là que Percy, c'est moi, Ne vous énervez pas, David Rowley. Je sais que vous avez lu le journal de Karen. Je n'ai pas dit que d'autres n'avaient pas pu le faire. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, Wesley. Continuez. En prenant connaissance du journal de Karen, le meurtrier a appris que le chauffeur de taxi, après avoir effrayé Libby jusqu'au suicide, était arrivé ici à Kenmore. C'est alors qu'il a eu l'idée diabolique de prendre cet homme à son service et de lui donner asile dans la grange. Il a utilisé la terreur que le taxi jaune inspirait à Norma. Suivie par le taxi, elle galopait toujours comme une folle chaque fois qu'elle rentrait d'une promenade à cheval. Il a tendu un fil de fer au travers de l'allée et Norma est morte. Mais pourquoi ces crimes? Vous n'avez aucune fortune personnelle, Mrs. Rowley. Tout l'héritage de votre père revient à ses 3 petits-enfants, Jimmy, Norma et Karen. Seulement, supposez qu'ils meurent tous les 3. Qui hérite? Inspecteur Cobb, je vous prie instamment d'empêcher le docteur Westlake d'insulter ma femme. Cette situation est intolérable.
D'ailleurs, je vous répète que nous avons tous des alibis. Et vous le savez aussi bien que nous. Laissez Westlake s'expliquer, monsieur Rowley. Comme vous voudrez, inspecteur, mais je tiens à vous signaler que personne ici ne parlera plus qu'en présence d'un avocat. Je crois que cette question d'alibi peut être réglée très rapidement, et sans le secours d'aucun avocat. Cobb, vos hommes ont éteint le brasero, comme je vous l'avais demandé. Ils ont fouillé les cendres. Et voici ce qu'ils ont trouvé. Ah, une douille. Oui, une douille. La douille de la cartouche que l'assassin avait placée dans le feu et dont l'explosion nous a tous alertés il y a une demi-heure. Oui. Sur le moment, cette explosion m'avait paru anormalement forte pour un simple coup de feu. J'avais raison. Le vrai coup de feu, celui qui a tué Albert Williams, a retenti avant l'explosion de la cartouche. Et ce coup-là, personne ne l'a entendu. Vous n'allez tout de même pas prétendre. Justement si, David Rowley. Je prétends qu'il s'agissait d'une mise en scène destinée à faire porter tous les soupçons sur Karen. Mais alors... Lorsque j'ai examiné le cadavre de Williams, j'ai constaté que la mort remontait à un quart d'heure au plus, mais aussi à 5 minutes au moins. Donc, au moment du meurtre, Karen se trouvait avec moi. Le juge lui battait la campagne avec l'inspecteur Cobb. Quant à Mrs. Rowley, elle était en train de se disputer avec son premier mari. Mais vous, David Rowley, pouvez-vous me dire ce que vous faisiez? Non. Vous préférez que je dise à votre place. Vous étiez dans la grange, en train de tuer Williams et de placer la cartouche dans le brasero. Vous étiez essoufflé quand vous nous avez rejoints. C'est que votre alibi reposait sur une question de seconde. Et que vous ne vouliez pas qu'une seconde perdue vous fasse rater l'héritage que vous vaudrait la mort de Norma et l'inculpation de Karen. David, ça n'est pas vrai. Mais parle, mon chéri. Mais dis quelque chose. Oh, dis-leur que ça n'est pas vrai. Oh. C'est vrai, Persis. Non, ne pleure pas. Pas sur moi, en tout cas. Sur Norma, si tu veux. Moi, vois-tu, je n'étais vraiment pas bon à grand-chose. Même pas à réussir un crime.